Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous me connaissez, Arnaud Guillou, je suis le directeur du site de la Croix de Berny. Et dans quelques mois, je vais prendre la direction du campus Val-de-Bièvre également. Donc bienvenue pour cette première conférence d'une série de 4. Bienvenue mesdames et messieurs qui se comptent sur les doigts de la main. On n'est pas nombreux, mais... Donc, on a souhaité, avec les médecins du travail, avec Dr Sarah Bonhomme et le DICOS, mettre en place toute une série de conférences et d'actions sur le changement, parce que notre site de la Croix de Berny connaît quand même quelques mouvements, les repères bougent. Il y a le déménagement vers le campus Sanofi Val-de-Bièvre sur Gentilly, mais il y a aussi, je ne sais pas si vous avez eu l'info, qui a été communiquée à nos partenaires sociaux fin de semaine dernière, que le site de la Croix de Berny resterait dans le giron de Sanofi pour accueillir les équipes de Massy, et ce à horizon de l'été 2015. Donc là, il y a un processus avec nos partenaires, avec tous les élus, qui va commencer d'information-consultation. Donc, bien sûr, on communiquera régulièrement là-dessus. Donc, beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, et c'est important dans ce contexte aussi de pouvoir prendre le temps de discuter du changement et de la psychologie du changement. Et je remercie Emmanuel Gourmet d'être présent avec nous pour nous parler de ça. Avant l'intervention du docteur Gourmet, je passe la parole à Sarah, qui va nous dire quelques mots. Merci. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette conférence. Donc, on a mis en place, donc, avec Arnaud Le Guillou et le service santé au travail, donc c'est dans le cadre des axes de prévention santé. Donc, le changement, c'est un vrai sujet d'entreprise, souvent abordé sous l'aspect organisationnel, managérial. Et il y a une dimension qui nous paraît primordiale, c'est la dimension humaine du changement, et donc la psychologie du changement, qui est parfois oubliée, mais qui est pour nous une des pierres angulaires, en tout cas de la réussite des différents changements. Donc, pour ce faire, on a fait appel à un expert, donc Emmanuel Gourmet, qui est médecin, psychiatre, psychologue, praticien, talentueux pédagogue aussi, qui forme notamment les équipes santé au travail, y compris chez Sanofi, et puis au moins une troisième casquette qui est celle de passeur de connaissances dans tous les domaines de la psychologie, notamment auprès des salariés. Donc on va utiliser cette troisième casquette aujourd'hui. D'un point de vue pratique, on est là jusqu'à 17h, 17h30. Vous aurez un petit flyer en sortant, donc ne vous fatiguez pas trop à prendre de notes si vous n'en avez pas envie. Et puis pour les questions, on va vous faire circuler des papiers. Donc si vous souhaitez les noter et nous les faire parvenir vers l'avant de l'amphi, on les compilera à la fin. Ou alors le micro circulera si vous souhaitez prendre la parole en fin de conférence. Donc voilà. Emmanuel, à toi. Merci. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci de m'accueillir sur votre site. Pour tout vous dire, je viens de Massy et j'enchaîne donc sur cette conférence puisque j'ai fait une conférence de 12h30 jusqu'à 14h15 et j'arrive vers vous. Donc tout chaud. J'ai fait mon échauffement avant et je suis très heureux de pouvoir intervenir sur un temps un peu plus long d'ailleurs, puisqu'on a 2h30, 2 heures de conf. Ça peut être un tout petit peu moins si je suis un petit peu en avance, et puis en écoutant vos questions pour y répondre. Alors Sarah a eu du mal vous avez vu déjà à me présenter, il est psy, il n'est pas psy. Alors je suis ni psychologue ni psychiatre, je suis ce qu'on appelle au Conseil de l'ordre des médecins une chimère. Donc une chimère, c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'il faudrait éventuellement inventer ou reproduire ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, je suis issu de la médecine générale, sauf que depuis 14 ans, je me suis orienté et spécialisé dans les thérapies cognitives et comportementales. Si bien qu'au Conseil de l'ordre, alors que je formais mes confrères et consoeurs à l'écoute, on m'a dit, bah voilà, t'es une chimère, t'es plus vraiment médecin généraliste, tu n'es pas psychologue. Et tu n'es pas psychiatre. Voilà. Donc on ne sait pas ce que tu es, mais bon, apparemment tu soignes des patients et tu formes à la santé psychologique. Alors en fait, si vous avez en face de vous une chimère, c'est parce que j'ai fait ma thèse de médecine générale sur la psychothérapie en médecine générale.
Donc j'ai eu un jury composé de psychiatres et qui m'ont proposé de poursuivre mes études. Donc je venais de terminer, alors j'ai continué par un DU, diplôme universitaire de thérapie cognitive et comportementale, ce qui bien que j'étais rapidement médecin généraliste et thérapeute. Donc généraliste dans ce qu'est un médecin généraliste et thérapeute entre midi et 3h et entre 18h et 21h30. Donc j'ai pu tenir à peu près ce rythme jusqu'en 2007, avant d'avoir quelques prémices de risque de burn-out, puisque entre-temps j'étais nommé enseignant à la faculté de médecine de Lyon pour enseigner enfin aux futurs généralistes la santé psychologique. Donc, parce que je dis enfin, parce que ma génération, celle de Sarah aussi d'ailleurs, on n'a pas été formé à la psychologie alors qu'on fait un métier où la psychologie c'est très important évidemment puisqu'on est face à des personnes qui souffrent, qui changent aussi, on va y revenir, et sans avoir aucun outil ou aucune notion de psychologie. Donc à la fac, je continue à enseigner la prise en charge de la dépression en médecine générale, mais pas avec des médicaments, mais par la psychothérapie de soutien, des troubles anxieux, des consommateurs abusifs, etc. Mon activité aujourd'hui, elle se divise en trois activités. Donc j'ai un cabinet qui va d'ailleurs évoluer. Il y a du changement aussi en perspective là dès le 1er janvier 2015. Je vais vous en dire un mot. Et puis, deuxième activité, l'enseignement à la fac. Et troisième activité, effectivement, depuis 2007, j'interviens dans les entreprises. D'ailleurs, j'ai commencé mes interventions au moment de la signature de l'accord national interprofessionnel en 2008 sur les risques psychosociaux. Et depuis, je forme essentiellement les services de santé au travail, mais aussi les managers. J'interviens dans des CHSCT, des formations RH, tout ce qui est du domaine de promouvoir la santé psychologique. Donc depuis 2011, création d'un institut qui s'appelle Auxiliem, où j'ai réuni dans cet institut une équipe composée de psychologues cliniciens avec une expertise dans l'entreprise, et puis des médecins, un peu comme moi, ou psychiatres, et des psychologues, soit socio-psychologues, soit psychologues du travail. En fait, ce qui va m'intéresser au sein d'Auxiliem, c'est d'avoir une équipe qui se réunit autour du thème de la santé psychologique, de tout horizon, afin de promouvoir enfin cette santé-là, puisque, comme vous le savez, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit la santé maintenant sur 4 critères. La santé physique, la santé sociale, la santé psychologique, et même depuis 2002, la santé sexuelle. On ne va pas aborder le sujet de la santé sexuelle aujourd'hui, je ne crois pas que ça soit prévu. Mais en tout cas, vous voyez que ça a un sens, puisque tout ça est intriqué. Si je vais bien sur le plan physique, ça aura un impact sur ma santé psychologique, et ma santé sociale, si je ne vais pas bien au niveau de ma santé sociale, ça aura un impact sur ma santé psychologique et physique, et sexuelle, etc., etc., etc. Tout est intriqué. Quand ça commence à aller un peu moins bien dans un domaine, il y a un risque que ça se développe aussi dans d'autres domaines. Donc ça, c'est important aussi d'intégrer les services de santé au travail aussi dans cette dimension que tout est important. On parle des risques psychosociaux, donc on entend bien par santé psychologique et sociale, et puis évidemment physique. Le thème du changement, c'est un thème que je développe beaucoup, évidemment, non pas parce que c'est d'actualité, mais parce que finalement, mon métier est de généraliste et de psychothérapeute. C'est un métier qui comporte beaucoup d'accompagnement au changement chez les patients. Pourquoi ? Bien parce que si vous enlevez la prévention, c'est-à-dire des personnes qui viennent nous voir vraiment pour la prévention pure, genre je me fais vacciner, j'ai besoin d'un certificat médical, ou j'ai besoin d'un papier administratif ou autre, tous les autres patients viennent nous voir parce qu'ils sont en période de changement par définition. J'allais bien jusqu'à hier, je me suis levé, j'ai très mal au dos, c'est un changement. J'avais pas de symptômes, j'allais plutôt très très bien, et là aujourd'hui, depuis 3 mois, j'arrête pas de me faire migraine sur migraine. C'est un changement, j'avais pas de migraine avant, j'en ai une. Sans parler d'autres diagnostics avec des conséquences plus lointaines. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on m'annonce une pathologie qui va demander des soins, et pas des soins pendant une semaine, mais des soins soit sur plusieurs mois, soit voire même des soins définitifs, à prendre un traitement chronique.
Par exemple, on vient de me découvrir que j'ai une hypertension artérielle. Il va falloir que je prenne un traitement. Déjà, on m'annonce qu'il va falloir que je prenne un traitement. Et en plus, il est possible que ce traitement-là, il ne soit pas pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais qu'il va falloir le prendre tous les jours. Sinon, il y aura des conséquences. Donc vous voyez que tout est changement au niveau déjà de la santé physique. Là, actuellement, je fais beaucoup de formations auprès des professionnels de santé intervenant par exemple en oncologie, donc cancérologie, une annonce d'une pathologie, d'un cancer ou autre chose, c'est une annonce, c'est un changement. Et ensuite, je ne prenais pas de traitement, il va falloir que je prenne un traitement. Je travaillais, je ne travaille plus. Et je n'allais jamais à l'hôpital et je vais à l'hôpital. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et aussi, au niveau social, eh bien, toutes les personnes qui peuvent venir nous voir parce qu'ils sont en souffrance, parce qu'ils viennent de divorcer, se séparer, ou parce que les enfants sont partis, ou parce qu'il y a des naissances, ou parce qu'il y a les parents qui vieillissent, ou parce que les parents étaient là et ils ne sont plus là, ou ils sont à l'hôpital, ou ils sont vieillissants, etc. Tout est changement, par définition. Les personnes qui viennent nous voir, si ce n'est de la prévention, c'est qu'ils sont en période de changement. Donc pour vous dire que, eh bien, en médecine, le changement, ça fait partie de notre travail. Donc, et puis même, alors si je reprends le service de santé au travail, je viens de commencer un nouveau poste, et j'ai une visite d'embauche, et c'est déjà aussi une période de changement, où j'ai été arrêté, je reprends, c'est aussi une période de changement, ainsi de suite. Donc pour vous dire que si j'interviens beaucoup dans le changement, c'est pas que c'est d'actualité, c'est qu'il y a réellement un besoin de considérer le facteur humain dans le changement. Si le changement c'était facile, ça se saurait. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui sont plus faciles que d'autres, et on verra d'où la question qui est posée dans le thème de cette conférence, peut-on? Donc ça renvoie à une capacité. Est-ce qu'on a la capacité? Est-ce qu'on a toujours la capacité? Est-ce qu'un même individu a toujours la même capacité? Ou est-ce qu'il y a déjà aussi une évolution? Il y a des moments où je suis plus capable de changer, et puis des moments c'est plus compliqué pour moi. On verra aussi ça ensemble. Réellement, oui, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que réellement je le vis bien? Ou est-ce que réellement je le vis mal? C'est des vraies questions aussi à se poser, parce qu'il faut toujours se méfier des apparences. Et puis, bien le vivre, qu'est-ce que bien le vivre? Qu'est-ce qui pourrait me faire dire que j'ai bien vécu ce changement et que je suis à nouveau adapté à ce changement? Donc vous voyez que j'ai préféré avoir un titre qui est rempli de questions que de certitudes. Parce qu'on pourrait dire comment vivre le changement, comment mieux vivre le changement, ou comment vous adapter au changement. C'est beaucoup plus complexe que ça, ou plus difficile que ça. Et le facteur humain est très important, effectivement, et merci de donner un espace à l'être humain, parce que si on considère le changement comme étant un risque psychosocial, ce qui est exact, hein, tout changement est un risque de toute façon, et on verra même le risque positif. Par exemple, je n'ai pas d'enfant, je décide d'avoir un enfant et j'ai un enfant, je me suis peut-être pas rendu compte, mais c'était quand même un risque, hein, et pour le couple, et pour l'adaptation, etc. Et c'est en souriant, parce que le nombre de jeunes patients qui sont venus me voir en me disant oh, docteur, on vient vous voir, on a un heureux événement à vous annoncer. Lequel? On attend un enfant. Je dis attendez, hein. Heureux, c'est bien, c'est une bonne chose, hein. Franchement, ça va être. Mais il faut aussi vous attendre à ce que ça soit pas que du bonheur. C'est aussi un risque que vous prenez à donner la naissance à des enfants, à être responsable. On va se voir beaucoup plus souvent que d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne se voyait pas, on va se voir pratiquement tous les mois maintenant. Votre enfant sera malade la nuit, il ne dormira pas forcément. Ça va aussi modifier vos repères dans votre couple. Donc il faut vous attendre à des très belles choses, des très bons moments de bonheur, mais il faudra aussi vous attendre à ce que ça soit pas toujours aussi facile. Donc même un changement qui paraît être positif, eh bien, il n'est pas si évident que ça. C'est pareil, on fait encore des certificats prénuptiaux. On devrait presque en profiter pour faire une préparation au mariage ou à la vie de couple. Ça serait quand même aussi intéressant de dire attendez, le mariage c'est magnifique, c'est super, et tout, etc. Oui, mais c'est pas que super, c'est aussi des moments qui peuvent être aussi compliqués, et comprendre ce qui va se passer entre vous dans les nouveaux repères. Donc, vous voyez que on pourrait développer beaucoup d'idées déjà de dire le changement c'est bien, même le changement positif, mais est-ce qu'il y a vraiment des changements positifs? Donc c'est un risque psychosocial, c'est un risque tout court, mais qui doit être multiplié comme tout risque par le facteur humain. Donc si on ne considère que comme le risque et qu'on dit que le changement c'est risqué,
et qu'on ne le multiplie pas par le facteur humain, eh bien, on est intellectuellement ou scientifiquement pas dans les clous, dans comprendre ce qui se passe en conséquence d'un changement. Et là, je vais vraiment vous inviter cet après-midi à faire un voyage dans l'être humain, et en particulier dans le cerveau de l'être humain. Qu'est-ce que ça signifie pour l'esprit, pour le cerveau, un changement? Alors, vous voyez, j'aurais pu aussi directement prendre une référence pour vous dire que ce n'est pas d'actualité de changement, que ça a toujours existé et que ça existera toujours. Maintenant, sociologiquement, économiquement, philosophiquement, on pourrait se poser la question de savoir si les changements se sont accélérés ces derniers temps, ou si nous sommes dans un monde qui change. Moi, je suis médecin, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe, même si j'adore ça. Et donc, je ne prétends pas avoir les réponses à ces questions-là, sauf que ce qu'on peut voir, nous, cliniquement, c'est que les changements sont quand même plutôt répétés, incessants, et dans différents domaines de vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très stables en ce moment, que ce soit au plan familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, etc., etc. C'est pour ça qu'on parle de crise. Je rappelle toujours qu'une crise, c'est quand quelque chose n'est pas complètement terminé et quand quelque chose n'est pas commencé. On est entre les deux, et c'est ça une crise. D'ailleurs, une crise d'adolescence, si vous avez des adolescents, c'est ça une crise d'adolescence. Il est en crise, c'est-à-dire qu'il n'est plus vraiment enfant, il n'est pas vraiment adulte, mais il aimerait être adulte, mais il n'est plus enfant, il est entre les deux, il est en crise. Et d'ailleurs, c'est la crise. Donc la crise politique ou autre, la crise économique ou tout ce qui est crise, c'est bien une période de changement et une période dite chaotique. Une période chaotique, c'est entre deux périodes stables. C'est aussi ça le changement. Donc les Grecs, entre autres, 500 ans avant Jésus-Christ, rien n'est permanent sauf le changement. Et que nous dit le philosophe? Rien dans le monde entier ne demeure un seul instant identique à soi-même. Je vous demande d'y réfléchir. Rien n'est identique, ça évolue forcément. Regardez-vous vous-même, comment vous avez évolué physiquement, comment vous évoluez au niveau psychologiquement, de votre état d'esprit, de vos connaissances, etc. Regardez un arbre, regardez un arbuste, regardez les saisons, tout est changement au niveau du monde. Tout passe, même cet après-midi va passer. À un moment donné, on va se quitter ce soir. Vous serez peut-être très heureux d'ailleurs que ça s'arrête. Et tout change, et tout meurt. Ça va pas, c'est pas très drôle de se dire que tout va mourir, et tout, etc. À chaque instant. Enfin bon, la mort est liée à la naissance, et donc s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Ou il n'y a pas de naissance, et s'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Donc la mort est liée de toute façon à la vie. Alors sans faire une fois de plus de la philosophie, les philosophes disent que, enfin, on peut définir la philosophie de différentes façons, que la philosophie, c'est apprendre à être heureux, ou comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut être heureux, ou malheureux d'ailleurs, c'est l'inverse. Et Montaigne rajoutait, c'est aussi apprendre à mourir. Voilà, ça, c'est juste une petite introduction philosophique, mais je pense qu'on est de plus en plus dans l'idée que, je suis allé à des conférences où des philosophes nous renvoyaient un truc très simple, ils nous disaient, vous les soignants, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont malheureux. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils sont malheureux. Or, est-ce que dans votre formation, vous avez appris à rendre les gens heureux? Et est-ce que vous savez vous-même être heureux? La réponse, c'est que non. En tant que médecin, on ne sait pas pourquoi éventuellement on est heureux et pourquoi on est malheureux. Donc on n'a pas fait ce travail aussi de bonheur. Et donc il nous renvoie en nous disant, donc vous pouvez soigner ce qui est pathologique, ce qui entraîne la souffrance, mais tout ce qui est du domaine de la philosophie, du bonheur et du malheur, vous devriez renvoyer à la philosophie. Ou alors peut-être développer la philosophie. Alors, je commence par des choses très très simples, et je finirai par des choses très très simples. Disait pédagogue, moi comme je suis une chimère, je n'ai pas beaucoup de connaissances. Le peu que j'ai, je les transmets d'une manière la plus claire possible pour que ça soit accessible à tous. Psychologie pour tous. Il ne s'agit pas de compliquer, il s'agit d'avoir des notions simples que vous pouvez aussi appliquer rapidement en sortant d'ici dans votre esprit ou y réfléchir. Évidemment, vous allez voir que dans le plan de cette conférence, à partir du général, de l'être humain, de tout changement, pour aller vers des choses beaucoup plus spécifiques. Je regarde le Larousse. Alors, pour une fois, j'ai fait le Larousse. D'habitude, je suis le petit Robert. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Mais dans le Larousse, un changement, c'est le fait de changer. Bon, ça, c'est super intéressant. De modifier quelque chose qui se modifie.
Et c'est le passage d'un état à l'autre. Ça, c'est le plus intéressant. C'est le passage d'un état à l'autre. Je suis là, où quelque chose est là, et ça va. Il y a une notion de passage, une évolution, plus donc de mouvement. Et vous verrez que le mouvement, il est important, parce que dans la transition, c'est important ce mouvement. D'ailleurs, il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de mouvement. Je ne peux pas changer de place si je ne me déplace pas. D'ailleurs, j'aime bien ça, parce que c'est l'idée souvent que je montre. La marche, c'est un mouvement, c'est un changement. Par exemple, je suis là, je suis bien stable, hein. Je suis bien sur mes appuis, je peux rester un certain temps comme ça. Maintenant, si je dois aller là-bas, il va falloir que je me bouge. Alors, je peux essayer différentes méthodes, hein. Le truc un peu magique, hop, je suis là-bas, ça ne marche pas. Enfin, je n'ai pas réussi encore. Autrement, j'ai un moyen, ça serait de sauter. Bon, alors, sauter à pieds joints, je suis là, mais il va falloir que j'y aille là. Hein. Alors ça va, c'est facile, il n'y a pas un gouffre. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un acrobranche où à un moment donné, il y a juste 1 mètre à faire, c'est rien, mais sauf qu'il y a le vide, même si vous êtes branché, et d'un coup, c'est plus le même saut, ça fait plus peur, il y a du vide. On reverra la notion de sécurité et de confort. Bon. Et là, je choisis une méthode plutôt simple, c'est que je vais faire un pas. C'est une méthode simple, hein, sauf que sur le plan anatomique, il faut que je commence à me déséquilibrer. Là, j'ai mon fessier à gauche qui est en train de prendre tout l'équilibre. Là, je ne suis pas très bien. Hein. Il ne faudra pas que je reste trop longtemps là-dessus. Bon, là encore, je n'ai pas trop bu, donc ça va. Si j'ai bu, c'est un peu plus compliqué. Hein, c'est le fameux test. Pour arriver à là, alors là, encore en plus, un déséquilibre. Hein. Là, je suis instable. Hein. Je suis instable. Hein. Et là, tout d'un coup, hop, je pose le pied. Et là, je suis à nouveau en équilibre. Un équilibre instable hein, quand même, hein, parce que je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps là-dessus. Alors maintenant, j'ai les 2 fessiers, hein, le gauche et le droit, qui sont en train d'essayer de m'équilibrer, bien sur mes appuis, pour après revenir. Alors là, je ne suis pas du tout stop du tout, hein, j'ai même tendance à partir vers l'avant pour me reposer. Et j'ai fait un pas. Et j'ai fait un pas en plus juste sur le pied joint. Il a fallu que je passe d'une stabilité pour arriver jusque-là. Instable. Insécurité. On reviendra sur la notion d'insécurité, parce que c'est toujours une insécurité. Regardez une personne âgée qui réapprend à marcher. À un moment donné, elle est bien dans une insécurité juste pour faire un pas, quoi. Et encore, je n'ai pas enchaîné mes pas. Et si j'avais enchaîné un pas, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Là, j'avance, hein, mais au prix de beaucoup de déstabilisation et d'équilibre, reprise d'équilibre, équilibre, reprise d'équilibre. Donc, ça veut dire que le mouvement, le passage, ça demande une phase aussi de déstabilisation. Je suis déstabilisé et je vais me rééquilibrer. Et on verra que dans tout changement, il y a ce passage-là. Ensuite, la deuxième notion qui est intéressante, c'est que dans ce passage-là, il y a une situation qui est connue, à peu près, soyons aussi humbles et modestes par rapport à ça, qui est connue, pour aller vers une situation, par définition, inconnue. Pourquoi ? Parce qu'on va revenir sur une notion de passé, présent, futur. Alors ça, c'est pareil. Hein, si on a ça à l'esprit, moi, j'avais un grand formateur qui me disait, tu sais, quand tu es face à quelqu'un, un patient, tu te demanderas toujours où est son esprit. Est-ce qu'il est dans le passé, le présent ou le futur ? Et tu verras qu'il est rarement là. Il est souvent dans le passé. Et souvent, il va se projeter dans le futur. D'ailleurs, le dépressif a tendance à être dans le passé et à ressasser le passé de manière négative. L'anxieux, lui, il est dans le futur, à imaginer ce qu'il ne veut pas et rentre dans un monde imaginaire. Parce qu'on va s'entendre hein, tout de suite, sinon vous me le dites, on en discute, mais le futur, c'est un monde imaginaire. Sinon, ça veut dire que vous connaissez le futur, et là, je serais très content que vous m'appreniez tout ce qui va m'arriver, moi, dans les 6 mois qui viennent, l'année qui vient, si mes projets vont aboutir, etc. Mais par définition, le futur, c'est un monde imaginaire. Ce qui va se passer tout à l'heure à 5h, 5h15, vous êtes venu ici à cette conférence dans une pure imagination. On vous a dit, il y a un titre, il y a un truc, il y a un conférencier qui vient, on ne le connaît pas, il a écrit quoi ? Rien. On apprend que c'est une chimère. Je n'ai même pas dit en présentation que j'étais lyonnais, ça n'a aucun intérêt. Ils sont à Lyon, bon, c'est pas... Voilà, enfin, le truc, et vous venez, quoi. Vous êtes fous, quoi. Vous venez avec un monde imaginaire, quoi. Vous ne connaissez pas ce type, quoi.
C'est pas comme vous allez à un spectacle, vous connaissez le truc, vous avez déjà entendu un sketch, vous avez entendu une chanson, ça vous plaît, ouais, j'y vais, je vais pas. Non, et là vous venez comme ça, monde imaginaire, hein, vous avez imaginé quelque chose. Comment vous allez repartir à 5 heures, dans quel état d'esprit? Imaginaire. Moi-même je le sais pas, alors pas comment vous allez repartir, de l'apprécier, pas apprécier, aimer, pas aimer, ça vous parle pas, vous savez pas. Vous êtes en train de vivre ici une expérience qui est issue d'un monde imaginaire. Et c'est parce que vous l'avez imaginé d'une certaine façon que vous êtes venu. Ou c'est parce qu'on vous l'a fait imaginer d'une certaine façon, qu'on vous l'a bien vendu, qu'on vous a dit il faut que tu y ailles, etc., que vous êtes venu. Mais c'est pareil, que je l'imagine ou qu'on me le fasse imaginer, c'est un monde imaginaire. Et alors ça, c'est un problème. C'est un problème parce que notre esprit, notre cerveau, il aime bien savoir. La nature a horreur du vide, le cerveau a horreur de ne pas savoir. C'est-à-dire que l'inconnu, l'incertitude, c'est pénible. J'ai envie de dire, plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est pénible. On parle même d'intolérance à l'incertitude. On aimerait tout savoir, tout. Moi, qu'il y a quelqu'un qui va se faire opérer, il veut tout savoir. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le consentement éclairé. C'est-à-dire que même jusqu'au petit risque, il faut que je le sache. Et d'ailleurs, j'ai une obligation de lui dire qu'il y a un petit risque, il y a ça et ça. Oui, mais ça va durer combien de temps, ma cicatrisation? 3 jours, 3 jours et demi, 4 jours, 5 jours, 7 jours? Je sais pas. Non, dites-moi, j'ai besoin de savoir. Parce qu'il faut que je m'organise. Donc, j'ai besoin de savoir tout. Mes enfants, ils vont travailler, ils vont faire quoi plus tard? Les gamins, ils sont en première, ils ont 15 ans, ils ont une maturité de 13 ans, et on leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. On a besoin de savoir, parce que les orientations, c'est là, c'est maintenant. Tu veux faire quoi? Et tu veux faire quoi de ta vie, 15 ans? Il a la PlayStation, il a un truc, je vais être footballeur ou je vais être champion de PlayStation. Mais je sais pas moi ce que je vais faire. Alors il y en a certains, si, ils ont une certitude parce qu'ils veulent faire comme papa et maman, ils ont une vocation, ils ont la chance d'avoir une vocation, mais la majorité ne savent pas. Puis donc du coup, puisqu'il est fort en maths, il va faire ingénieur. S'il est fort un peu en langue, en truc, il va faire école de commerce. Alors toi, t'es pas du tout matheux, je sais pas, on fait littérature, qu'est-ce que tu peux faire en littérature? Tu vas en fac, je sais pas. Mais ils savent pas. Et puis après, ils développent leur vie sur ce qu'il y a un truc qu'ils savaient pas, puis ils découvrent. Mais ils sont dans un monde imaginaire. Mais on veut qu'ils sachent. Donc presque on va les engueuler, on va dire mais tu sais toujours pas ce que tu veux faire. Moi, j'ai déjà chez des amis. Le gamin, il est en terminale, S. Bon, bah là, il a suivi son cursus, sa voie, et il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Vous vous rendez compte? Il a 18 ans, il joue de la guitare. Alors, il dit, moi, je veux faire de la guitare, Bon, très bien, mais tu veux faire quoi? J'en sais rien. Vous vous rendez compte, il ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'on va en faire? On veut savoir. Bientôt, on aura une prise de sang à la naissance, et puis on fera un génotype ou un truc grâce au Téléthon, et puis on pensera que à 40 ans, vous ferez un truc, un cancer, un diabète et tout. Voire même à la naissance, savoir, vous le gardez quand même, il fait un diabète à 40 ans, on ne le garde pas. Mais on veut tout savoir, c'est normal. On rentre dans une philosophie de tout savoir. Donc le cerveau, de toute façon, a horreur du vide et a horreur de l'inconnu, et plus ça va, plus c'est compliqué. Alors, vous voyez, par exemple, cette notion de ne pas savoir, puisqu'il a horreur, l'esprit va l'imaginer. Ce n'est pas possible autrement. Moi, je vous dis, il est 15h34, à 16h12, et déjà, c'est une grosse information, il va se passer des trucs extraordinaires. Un truc, vraiment, vous n'y attendez pas. Extraordinaire, c'est-à-dire que ça sort de l'ordinaire, vous n'y attendez pas. Voilà. Par contre, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux même pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je ne peux même pas vous dire si ça va vous faire du bien ou pas du bien, mais il va se passer un truc. Bon, voilà. Heureusement que vous allez peut-être être diverti par autre chose, mais si je vous laissais comme ça, votre esprit il va commencer à rentrer dans un monde imaginaire. Alors, si vous êtes d'une manière individuelle, vous allez vous imaginer de manière individuelle, genre je vous laisse 10 minutes, et imaginez ce qui pourrait bien se passer, et puis après on fait un recueil de données, et puis on voit un peu votre monde imaginaire. Et si vous êtes en collectif, votre imagination va aussi se nourrir de l'imagination des uns et des autres. Et après, moi j'aime bien, c'est toujours cet exemple d'imagination ou de choses, c'est que, je ne sais pas si vous avez le souvenir, quand on est enfant ou adolescent, à un moment donné, on a un truc, on a envie de dormir sous une tente dans le jardin. Il y a une tente, je vais faire
d'aventuriers, il y a des copains et des copines qui viennent, on va dormir sous la tente. Quelle aventure, quoi. Imaginez le truc. Et puis on y va, on fait et tout ça. Donc on imagine. On imagine, on va passer une super nuit, on va s'éclater, les parents ne le sauront pas, on amène la lampe torche, on a pris des bonbons, on a fait tout le truc, là. Et puis là, dans la nuit, il y a un bruit. Et là, c'est tout d'un coup, c'est... T'as entendu? Quoi? T'as pas entendu, là? Si. Non, ça revient. Ah, imagine, c'est quoi? Alors c'est quoi? C'est l'inconnu? C'est quoi le truc? Bon, en fonction de si on imagine, oh non, c'est rien, c'est un petit chat qui gratte et tout, etc. Ça va. On imagine ça. Mais si tout d'un coup, c'est un monstre, un psychopathe, oui, parce qu'il y a beaucoup de psychopathes maintenant aussi qui sont arrivés dans notre société, qui rentrent dans les jardins, qui cambriolent. Moi, j'ai eu une épidémie, un gamin de 8 ans. Alors, Écully, je ne sais pas s'il y a des Lyonnais, mais Écully, c'est la banlieue chic de Lyon. Et là, tout d'un coup, j'ai eu une épidémie de tous les gamins. Je sais pas, ils rêvaient, ils imaginaient qu'ils allaient se faire cambrioler. Puis ils se racontaient ça, etc. Une épidémie. Pas plus de cambriolage qu'ailleurs. Enfin, pas le petit cambriolage, bien sûr. Un cambriolage avec meurtre, le feu dans la maison, séquestration, enfin, un truc violent, quoi. C'est pas le petit truc. Ah oui, si, c'est vrai, ils en ont parlé aux actualités. Il y en a des fois. C'est une probabilité de 0,01%, mais il y en a, donc ça existe, donc je peux l'imaginer. Donc dans ma tente, je peux imaginer qu'il y a un psychopathe qui peut arriver, ou à Lyon, parce que maintenant j'ai vu même dans la région parisienne, il y a des fois des léopards qui se baladent, qui après deviennent un peu plus petits que ce qu'on avait prévu, mais il y a toute une rumeur qui s'installe et tout, etc. Et non, mais c'est pas... Bon. Et là, l'imagination de l'autre va remplir, et je vais m'imaginer ce qui va bien se passer, et tout, etc., si on ne sort pas tout de suite de la tente. Et là, on sort de la tente, et on se réfugie à la maison, alors qu'on aurait pu très bien rester dans cette maison. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas la situation qui va venir, de ce qui va se passer, on ne peut que l'imaginer. C'est en fonction de comment on l'imagine qu'on va bien le vivre ou pas. Ça ne veut pas dire que le futur, c'est un monde imaginaire, donc il y a des pensées optimistes et des pensées pessimistes. Donc le pessimiste va imaginer le négatif, et l'optimiste va imaginer le positif. Ni l'un ni l'autre ne sont dans la réalité. Le pessimiste va essayer de convaincre l'optimiste qui devrait être optimiste, l'optimiste convaincre le pessimiste qui devrait être pessimiste. Ils ne sont pas dans la réalité, ils sont dans un monde imaginaire. La vraie réalité, c'est que on ne sait pas, on a des informations, mais on verra bien. On verra bien, c'est la capacité à faire confiance dans sa capacité à s'adapter, quelle que soit la situation. Vous avez passé des concours ou des examens. Et puis la veille de l'examen, il y a 3 attitudes chez les étudiants. Il y a celui qui dit « Ah non, mais ça va, je suis plutôt prêt, je pense que ça ira, j'ai bien travaillé, tout, etc. » Ok, pensée optimiste. L'autre qui dit « Ah non, moi j'ai rien foutu, je vais me planter », pessimiste. Puis il y a l'autre qui dit « Bon, on verra bien, de toute façon, quelles que soient les questions, puis si je réussis, c'est bien, si j'y rate, tant pis, autre chose, c'est pas si important que ça. Ah oui, mince, ouais, c'est pas important, parce que pour toi, il n'y a pas d'enjeu, quoi. » Plus il y a d'enjeux, plus je vais imaginer l'enjeu, plus il y a un stress, plus il y a un risque. Plus je dois décider quelque chose à enjeu, plus il y a un risque. La petite décision du restaurant de savoir si vous allez prendre tel plat ou tel plat, c'est une décision. Et il y a encore une peur, j'ai peur de me tromper. Ah oui, parce que moi je me trompe à chaque fois, je regrette toujours ce que j'ai pris, je regarde l'assiette de l'autre, j'aurais dû prendre ça et tout, etc. Il y a un petit enjeu, quoi. Ça va, si tu te trompes, c'est pas... Mais un enjeu de prendre un poste, un autre, de choisir l'un, de choisir l'autre, de partir, de changer de région, etc., c'est un autre enjeu. Plus l'enjeu est important, plus cette situation inconnue va être stressante. Et c'est normal. Alors, à chaque fois que vous entendrez de ma bouche normalité, normale, c'est norme statistique. C'est-à-dire que tout ce qui est normal, c'est une norme statistique. Une définition, une fois de plus, socio-philosophique. Alors, je ne suis pas là pour parler du normal, mais du pathologique éventuellement. Mais la normalité, c'est un grand nombre. Alors, des notions extrêmement importantes, toujours en introduction. Confort et sécurité. Alors ça, j'ai beau tourner depuis 14 ans dans mon esprit les besoins fondamentaux au niveau psychologique. Alors au niveau physiologique, c'est très simple. Les besoins fondamentaux sur le plan physiologique, c'est boire, manger, dormir. C'est les 3 besoins fondamentaux. Voilà. Si on me donne à boire, si on me donne à manger, si on me permet de dormir, je peux me mettre en mode survie.
Voilà. Si on m'enlève un des trois, je meurs. Et bien, sur le plan psychologique, ça tient en deux mots, confort et sécurité. Et ensuite, tout va venir alimenter le confort et la sécurité. Par exemple, on me dit souvent, ouais, et l'amour? Et l'amour, c'est quand même un besoin quoi, psychologique. Oui, oui, c'est un besoin psychologique, mais qui à la fois va alimenter le confort. Il est confortable d'être aimé et d'aimer, ou de se sentir aimé, de pouvoir donner de l'amour. Et il est confortable et il est sécurisant de se sentir aimé et d'aimer. Mais l'amour va aller vers le confort et la sécurité. Ici, je ne pense pas qu'il y en ait, une fois de plus, à moins que vous soyez particulier, mais si tout d'un coup on crée de l'inconfort ou de l'insécurité, il y a des grandes chances que vous ne restiez pas. Par exemple, tout d'un coup, il y a une fumée qui commence à arriver là derrière le rideau, et ça sent le feu, et puis tout d'un coup, il y a même des flammes. C'est là que je vous dis, non, c'est bon, on continue, c'est rien, vous avez un petit peu peur, mais c'est rien. Non, vous êtes en insécurité, il y a des grandes chances que vous désiriez changer de pièce. L'inconfort aussi, hein. C'est tout d'un coup, là, il y a quelqu'un qui se met à crier régulièrement. Peut-être qu'il y en a parmi vous, non? Puis il commence, je sais pas, il fait de temps en temps, il fait des invectives, il commence à vous menacer. Alors c'est la sécurité, puis en même temps il crie, on n'entend plus rien, et tout, etc. Ça commence à être pénible. On va avoir du mal à rester. Confort et sécurité, c'est fondamental. Et ce qu'on va comprendre aussi, puisqu'on parlait d'une situation 1 à une situation 2 inconnue, je vais faire référence à mon confort et ma sécurité d'une situation pour imaginer dans la future situation plus de confort, plus de sécurité, ou en tout cas autant de confort, autant de sécurité. Je vous donne un exemple. Une femme vient me voir et elle est victime de violences conjugales. On peut dire qu'elle est dans l'inconfort et dans l'insécurité. On est d'accord, hein? Donc, même si elle peut minimiser à un moment donné, dire oui, mais il ne m'a pas frappé très fort, il n'a pas voulu faire exprès, enfin il n'a pas fait exprès, etc., etc. Mais nous on peut dire attention, ça peut être plus fort un jour, il peut taper plus fort. Donc elle est dans l'inconfort et l'insécurité. Néanmoins, si on amenait juste la solution de dire il faut partir, ça ne suffit pas. Parce que qu'est-ce qu'elle s'imagine? Un changement, ça serait de partir, c'est s'imaginer si je partais, ma vie serait-elle plus confortable et plus sécurisée? Alors sous certains aspects peut-être, plus confortable, je me fais plus violenter, etc. Mais sur le plan matériel peut-être plus difficile, plus inconfortable. Sécurité peut-être sur le plan physique, mais sécurité financière, sociale peut-être plus compliquée. Ce qui explique qu'on va avoir quelqu'un qui peut s'inhiber à un moment donné dans son changement, qui pourrait pourtant a priori être un mécanisme aussi de défense pour elle, parce que son imagination va vers la difficulté. La sécurité prime sur le confort. C'est-à-dire qu'au niveau psychologique, on va prioriser la sécurité par rapport au confort. Une fois de plus, normalement, c'est-à-dire en normes statistiques, c'est logique. Je raconte toujours cette histoire. C'est le soir. Vous promenez, enfin non, vous promenez pas, pardon. Vous rentrez d'une soirée, vous êtes tout seul ou toute seule. On va prendre une femme, toute seule dans la rue. Hein, puis tout d'un coup, vous entendez des pas derrière vous. Vous retournez, il y a 3 malabars qui commencent à s'intéresser à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Puis vous entendez leurs pas. Vous accélérez le pas. Pourtant, vous n'aviez pas forcément prévu d'accélérer le pas. Vous accélérez le pas. Vous entendez que ça accélère le pas. Vous commencez à courir. Ça court derrière. Eh bien, vous vous mettez à courir. Pourtant, je suis sûr que beaucoup disent « Moi, le sport, la course à pied, c'est pas mon truc. C'est fatigant. J'aime pas ça. » Et alors, même si vous avez des talons, hein, vous courez. Hein. Même au risque de vous faire une entorse, mais vous courez. Et puis, vous courez, vous faites bien ce que vous pouvez. À un moment donné, il y a à côté de vous, là, juste à côté, là, une chaise longue avec un cocktail. Vous pourriez vous arrêter, confort. Hein, mais ce n'est pas sécurité, donc vous ne vous arrêtez pas.
On est d'accord? Donc vous continuez, vous courez, malgré le cocktail, la chaise longue, à moins que vous vous arrêtiez de dire oh, bon, les gars, pousse, on fait une pause, hein, je vous offre un coup, puis on recommence la course après. Non, pas, continue. Et puis là, vous courez, et à un moment donné, vous tournez à droite, vous retournez à droite, il y a une porte, vous ouvrez la porte, vous claquez la porte doucement, et vous êtes dans cette pièce. Là, il fait froid, il fait humide, il fait sombre. Et vous restez là. Pas confort, hein, c'est pas très confortable non plus. Hein. La course, c'était pas confortable, mais là, c'est pas très confort. Hein. Surtout s'il y a des petites souris, des petits rats, des araignées. Vous n'aimez pas les araignées, tout ça. Mais vous entendez les bruits de pas qui passent. Et une fois qu'ils sont partis, vous sortez doucement, parce que vous n'allez pas rester la nuit dans cette pièce. Hein, parce que là, vous rêvez que d'une chose, c'est de rentrer chez vous, retrouver votre confort et votre sécurité. Vous sortez, il n'y a pas les malabars, c'est bon, je repasse. Vous repassez devant la chaise longue avec cocktail. Vous vous arrêtez? Non. À moins que vous soyez téméraire. Non, mais c'est bon, c'est sécurisé. J'ai complètement confiance, ils ne reviendront pas sur leur pas. Optimiste, hein, mais normalement, c'est non, je vais, tant pis. À la limite, vous prenez le verre, vous l'emmenez, une boisson à emporter, et puis vous rentrez chez vous. Et là, vous retrouvez le confort, la sécurité. La première chose que vous allez faire, c'est souffler, prendre une bonne douche, un bon bain, vous détendre, fermer la porte. Et peut-être que vous aurez même du mal à retourner sur le même lieu. Il y a peut-être un stress post-traumatique qui s'est installé, et vous allez identifier ce lieu comme étant potentiellement dangereux, et vous l'éviterez naturellement une prochaine fois. Enfin, et si vous avez un mécanisme de peur, si vous avez enregistré la peur. Si on regarde bien les choses, la sécurité a primé sur le confort. Ce qui veut dire que dans le monde du travail, dans le monde personnel, social, familial, etc., on a tendance à regarder ce qui est d'abord sécurisé, et éventuellement après, si c'est confortable, c'est parfait. Et si je dois faire un choix entre la sécurité et le confort, naturellement, je vais choisir plutôt la sécurité que l'inconfort. Ce qui signifie que moi, je vois de plus en plus de personnes qui peuvent être très mal, souffrir, être pas bien, être pas confortable. Mais la sécurité, notamment financière, de l'emploi, etc., qui est une réalité, hein, fait que, non, là, pour l'instant, je ne peux pas sortir de cet inconfort parce que je me sens en insécurité. Si je devais quitter ce monde, surtout que je me représente le monde, et là aussi, c'est largement justifié comme étant dangereux, potentiellement dangereux, par rapport à si est-ce que je quitte quelque chose, est-ce que je pourrais retrouver autre chose. Donc, c'est ce qui va expliquer aussi qu'on a de plus en plus d'anxiété liée aussi à la crise économique, puisque la sécurité financière, la sécurité sociale dans le sens de notre société, elle est primordiale. Donc on va agir aussi en fonction de la sécurité. Je prends un autre exemple, et qui va vous parler aussi, c'est l'exemple de la maladie. Il est inconfortable d'être malade. Bon. Mais il peut être aussi inconfortable de prendre un traitement et d'accepter un traitement. Il y a des traitements qui sont lourds, qui sont pénibles, une chirurgie par exemple, mais pas que, des traitements médicamenteux lourds. Mais je vais accepter finalement cet inconfort du traitement pour retrouver la sécurité. J'ai besoin de retrouver ma sécurité et de me sentir à nouveau en bonne santé. Et donc si on me dit qu'il faut passer par cet inconfort pour retrouver la sécurité, je vais finir par l'accepter. C'est ce qui explique qu'il y a des personnes qui acceptent de rentrer quand même à l'hôpital, tendre un truc, subir ou bénéficier, ça dépend comment on voit les choses, une intervention qui va être inconfortable pendant et après ensuite post-opératoire pour à un moment donné aussi retrouver la sécurité. Donc ça c'est vraiment fondamental d'avoir toujours cette notion en tête d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif, qu'il est légitime qu'un individu s'inquiète ou ne désire pas changer s'il est dans le confort et la sécurité, et que quand on lui propose un changement, eh bien, il imagine ce qu'il va perdre éventuellement, ou au contraire gagner par le changement. Moi, on me demande souvent, mais quelles sont les personnes qui viennent vous voir en thérapie? Et je réponds, les personnes qui souffrent. Les personnes qui souffrent. Et une personne qui souffre, par définition, elle est en inconfort, elle peut être en insécurité, et elle a un désir de changement, ce qui va motiver son acte de psychothérapie. Une personne qui va bien,
Enfin, vous pouvez avoir une personnalité narcissique, par exemple, au hasard, mais qui va bien, qui va très bien, je suis merveilleux, je suis intelligent, c'est super, et tout, etc., qui ne souffre pas. Ce n'est pas lui que vous verrez en consultation, c'est l'entourage qui vit avec cette personne qui, eux, risquent de souffrir de cette personnalité-là. Donc, ceux qui souffrent ont un désir de changement. La psychothérapie, hein, il y a 150 définitions. Quand je fais ma thèse, il y a 150 définitions. Donc j'en garde surtout une parce qu'elle est assez pratique. C'est un changement psychique après une rencontre par rapport à avant. C'est-à-dire que j'ai un état psychique avant et j'ai une nouvelle état psychique plus favorable. Plus favorable, c'est-à-dire mieux pour ma santé après. C'est ça un acte de psychothérapie. Mais je ne désire pas changer mon état psychique si j'en souffre pas. Alors, d'où la notion après de changement subi ou provoqué. En gros, je décide un changement ou je le subis. Et le subis aussi, c'est subite, ça peut être subitement. Je subis ou provoqué. Et on va écarter rapidement ensemble un a priori. L'a priori serait qu'une personne qui subit un changement est plus à risque de souffrance qu'une personne qui décide le changement. C'est l'a priori. On peut en partir de ça. Et donc, si on est sur cet a priori, qu'est-ce qu'on entend souvent? Écoute, ouais, je t'entends, tu te plains, ça va pas et tout, etc. Mais c'est bien toi qui as décidé. C'est bien toi qui as décidé ça. T'as qu'à pas décider ça alors, si ça va pas. Alors plains-toi pas, tu l'as décidé. Absence totale d'empathie, hein, c'est antipathie. Là. C'est ce que tu décides. T'as décidé de me quitter? C'est toi qui l'as décidé. Alors tu vas pas maintenant te dire que tu souffres parce que tu m'as quitté. Tu as décidé d'aller changer de région, tu as décidé d'aller... tu as pris ce poste, c'est toi qui l'as décidé, alors qu'est-ce que tu vas te plaindre? Parce qu'a priori, on estime que décider quelque chose est plus confortable que de le subir. Or, celui qui décide un changement sera responsable de la décision qu'il a prise et responsable éventuellement des conséquences négatives, comme positives, mais là on voit ce qui est du domaine de la souffrance, négatives de ce qu'il a décidé. Et pire, si en plus j'ai fait décider quelqu'un sur quelque chose, je suis responsable des conséquences négatives de la décision que je lui ai fait prendre. Vous savez, ce fameux bon conseil. Quelqu'un qui vous demande un conseil, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Alors à ta place, puis franchement, moi j'ai qu'un... Mais va-t'en, quoi. Mais va-t'en. Mais il n'y a que ça. Moi, va-t'en, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas accepter ça. Va-t'en. Ok. Ah ouais, merci. Ça me fait du bien d'être conseillé, tout, etc. Ok. Donc je prends ma décision. J'ai été influencé par une décision. Quelque part, on prend la décision à ma place. Et derrière, si ça se passe mal, eh bien, je vais rendre responsable celui qui m'a fait décider, qui m'a fait prendre la mauvaise décision. Si je suis mal, c'est à cause de toi. Si tu ne m'avais pas conseillé ça, ça irait. Je dis ça dans le monde de l'entreprise, par exemple pour le manager, ou pour les managers, qui ont parfois décidé pour les autres ce qu'il serait bon pour lui. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que tu penses que je peux prendre ce poste? Est-ce que tu penses que... Et tout, etc. Oui, c'est vraiment pour toi, je pense que tu es compétent, et tout, etc. Conseil, donner, ça fait du bien sur le moment, mais sauf que le risque, c'est que si ça se passe mal, eh bien, je responsabilise l'autre de la décision qu'il m'a fait prendre. Et si moi j'ai pris une décision, je suis responsable des conséquences. Non, pas si facile que ça. Celui qui subit va souffrir du moment parce qu'il est dans une phase d'adaptation, il a quelque chose qu'il n'a pas décidé. Mais une fois cette phase d'adaptation, soit il va se placer en tant que victime, dire moi je suis victime de quelque chose et d'ailleurs j'attends réparation sur le préjudice que j'ai subi par rapport à ça, soit à un moment donné, ça va aller de mieux en mieux et il sera peut-être surpris que finalement c'était une bonne chose pour lui. Donc ça veut dire qu'il peut souffrir d'être victime et on va d'ailleurs l'accompagner par rapport à ça, je veux dire psychologiquement, quelqu'un qui est victime, celui qui a décidé. C'est déjà beaucoup plus compliqué. On verra plus de personnes qui viendront nous voir parce qu'ils sont victimes de quelque chose qu'ils n'ont pas décidé que des personnes qui ont décidé quelque chose et qui sont après en souffrance par rapport à ça. Donc, pas d'a priori. Il n'y a pas d'a priori par rapport à je subis ou provoqué. Les deux sont à prendre en considération.
Et si on pouvait juste développer cette empathie à un moment donné vis-à-vis des personnes qui ont décidé, et arrêter de leur dire « Non, mais tu as décidé, si tu souffres, c'est toi », ça sera déjà un bon pas en avant par rapport à la prise en charge. Plus une personne est investie dans une situation et plus elle a des difficultés à la quitter, oui, plus je m'investis pour un poste, pour une entreprise, pour un couple, pour un projet, pour plein de choses, et plus c'est difficile pour moi que ça s'arrête. Ça s'appelle aussi l'attachement. Plus je suis investi, plus je m'attache à une situation, un projet, etc. Ce qui va expliquer aussi que dans le monde du travail, il y a des personnes qui sont investies et qui vont souffrir de certains changements, alors que d'autres, si je ne me suis pas du tout investi, en gros, si je suis là ou si je suis là, si je travaille pour lui ou pour elle, pour cette entreprise ou pour une autre, c'est pareil, le changement n'a pas le même impact psychologique. Donc l'investissement, quand on dit je suis investi, quand on commence à dire c'est ma boîte, c'est mon entreprise, c'est mon projet, le me, c'est déjà un sacré investissement. Donc, il y a plus à risque. Et c'est aussi comprendre que ces personnes-là seront aussi accompagnées d'une manière aussi différente. Enfin, c'est pas la peine. Enfin, je vois pas l'intérêt de t'attacher. C'est rien, quoi. C'est qu'un projet, c'est que tu sois là ou là, que tu fasses ce travail ou là. De toute façon, il faut bien travailler. Oui, si tu me dis ça, c'est que peut-être tu es moins investi que moi, mais moi, je suis investi, je crois à ce que je fais, et c'est plus compliqué pour moi. Autre notion, et là on va le développer aussi, le changement est un processus qui se déroule en plusieurs étapes, et si on ne respecte pas ces étapes, eh bien on va aggraver les conséquences psychologiques du changement. Le changement, c'est un deuil, c'est un processus de deuil. Et on va voir que les étapes du deuil, elles sont très connues, puisqu'on accompagne régulièrement évidemment des personnes qui souffrent d'un deuil ou qui sont en deuil. D'ailleurs, on me pose souvent la question, mais quelle est la normalité du deuil par rapport à est-ce que c'est normal qu'une personne souffre encore? Parce qu'entendez bien que quand je vous parle de deuil, c'est pas seulement la perte d'une personne. Ça peut être aussi la perte évidemment d'un emploi, ça peut être la perte d'une situation, ça peut être parfois la perte d'un objet, c'est tout ce qui est le domaine de la perte, de la fin de quelque chose. Et on me dit, mais à partir de quand est-ce qu'on peut dire que le deuil est pathologique, au sens où il nécessiterait des soins? Alors on a des définitions, on pourrait dire à partir d'une certaine durée ou d'un an, c'est pathologique, mais pas du tout. C'est une des définitions, mais c'est pas ça le problème. Le problème du deuil pathologique, c'est que ma vie s'arrête. Ma vie s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, et ma vie s'arrête, c'est-à-dire que je ne poursuis pas ma vie. Elle est bloquée. J'ai perdu quelque chose, et ça s'est bloqué là. Rien n'a continué derrière. Je continue à souffrir de la même façon, et j'ai tout arrêté. À partir du moment où ça s'est arrêté, ma vie s'est arrêtée. Dans le deuil normal, c'est des étapes qui vont se passer progressivement, et il n'y a pas de durée par rapport à ça. À partir du moment où je poursuis ma vie, il n'y a pas la durée qui intervient. Il y a le fait que je suis immobilisé ou je reste encore mobile. Les étapes, c'est les suivantes. La première phase, quand il y a changement, c'est par définition la fin de quelque chose. C'est la fin d'un ordre ancien. C'est la fin qui est, alors des fois une fin annoncée, mais c'est la fin de quelque chose. Quand le processus va vraiment démarrer, c'est la fin. Ça n'existe pas. Moi, j'ai un patient en ce moment que je vois. Ça fait 4 ans qu'il est séparé. Une séparation qui a été très douloureuse. Il ne s'y attendait pas du tout. Sa femme, du jour au lendemain, est partie. Et ça fait 4 ans qu'il est arrêté. Immobilisé, enfin arrêté, il travaille, mais immobilisé dans sa vie, qu'il n'a pas bougé, etc. Ses enfants ont grandi, ils ont pris 4 ans, mais lui, il n'a pas bougé. Et tout le travail qu'on est en train de faire avec lui, c'est l'acceptation de cette fin. Alors le mot acceptation demande vraiment à être développé, parce que ça, c'est un sacré problème. Souvent, on confond l'acceptation avec le fait d'être d'accord. Non. Non, accepter, c'est pas être d'accord avec quelque chose. La définition d'accepter, c'est consentir. Accepter, c'est je consens à. Et d'ailleurs, la définition même exacte, c'est qui subit. Accepter, c'est subir. C'est consentir. Bon, j'accepte ta présence. T'es là, je te disais, je t'ai pas choisi, t'es là, tu t'es invité, bon, j'accepte, reste si tu veux. C'est accepter,
je consens hein, que tu sois là, mais bon, quelque part, je vais subir ton truc, mais bon, si je ne peux pas faire autrement, on va faire comme ça, quoi. C'est accepter, subir. Il y a un mode passif. Voilà. Adhérer, je suis partisan. Ah mais t'es là, mais c'est génial. Écoute, je voulais t'inviter, c'est une super surprise. Reste. Je suis trop content que tu sois là. Voilà, partisan. Hein, j'adhère. Je suis vraiment avec. C'est ça adhérer. Hein. C'est quand même une autre étape, hein, quand même. Hein, c'est pas pareil. Hein. Accepter, je consens, je subis. Adhérer, je suis partisan. D'ailleurs, je vais promouvoir. Hein. Donc si j'adhère à un changement, je suis même promoteur du changement, quoi. Si j'adhère à quelque chose, je suis promoteur de ça. C'est pas pareil. Avant d'accepter, il y a refuser. R, refuser. On verra plus tard un modèle, justement, où on est dans le R, refuser. Je refuse. Bon, ben, je peux refuser. Si je peux refuser, c'est bien. Je refuse. Je suis dans le combat. Je refuse. Mais si je ne peux pas refuser, je ne pourrais qu'à un moment donné l'accepter. Je serais bien obligé de passer par le travail d'acceptation. On a le refusé dans le deuil. J'ai perdu un proche, j'ai des personnes qui viennent me voir pour des deuils, elles sont dans le déni, dans le refus. Non, mais vous allez me prendre pour une folle, mais je suis sûr qu'il va revenir. Des fois, je l'imagine, il est vivant, il est là. Non, il est mort. Non, il n'est pas mort, je suis sûr que je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Et puis, des fois, j'ouvre la porte, je m'imagine qu'il est là. C'est un refus. Je refuse. Il n'y a pas la phase d'acceptation. D'ailleurs, ce qui va retarder après la période de deuil. À un moment donné, il va falloir que j'accepte l'inacceptable, entre guillemets, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que ça n'est plus. Quand c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Si je peux refuser, je refuse. Si je ne peux pas refuser, je ne pourrai qu'à un moment donné l'accepter et voire adhérer. Mais ça, c'est encore une autre étape. Donc ça, c'est la fin de quelque chose. On est dans le passé. Je vous ai dit tout à l'heure, passé, présent, futur. On est dans le passé. Et puis, on est après dans une phase de transition où on va s'adapter au changement. S'adapter au changement, sur le plan psychologique, c'est quoi ? Eh ben, c'est un esprit, un cerveau. On va refaire bientôt la suite, c'est faire un voyage dans le cerveau. C'est le cerveau qui est à la fois dans le passé et à la fois dans le futur. Il est là. Et puis il est au présent, là, en train de faire sa balance, etc. En gros, je vis des choses ici. Bon, j'ai fini par l'accepter que je ne pouvais pas faire autrement, mais mon esprit ne peut pas s'empêcher d'avoir la référence et le repère du passé. Bien dans le passé. Et puis, il n'est pas encore vraiment dans le futur. C'est la période de crise. Quelque chose est terminé, pas complètement terminé, quelque chose n'a pas complètement commencé. Je suis dans cette phase de transition. Ça va, toi, tu vois ? Ouais, ça va, je suis un peu nostalgique, un peu... Ça va, bon, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ouais, non, parce que des fois, je repense à comment c'était avant, c'est quand même bien et tout, et puis maintenant, quand tu vois, regarde, c'est pas évident. Bon, mais autrement, tu t'adaptes ? Ouais, si on peut dire. Bon, enfin, je fais, quoi. Une phase de transition. Et attention, hein, je vous ai évidemment pas noté de temps, quoi. Il vous faut 1 mois pour l'acceptation, 1 mois pour la transition. Mais non, on ne sait pas. Il y a des personnes, et il y a des personnes dans une certaine période de vie, on y reviendra, où c'est plus long que d'autres. Donc il faut accepter aussi, et même plus qu'accepter, accompagner ce temps qui a que... Attends, là pour l'instant, je suis à peine en train d'accepter la fin de quelque chose, je ne suis pas encore à demain. Parce que demain, c'est le redémarrage, c'est le futur. Là, cette fois-ci, ça y est, je me réinvestis, c'est parti, c'est de l'histoire ancienne. Et là, maintenant, je suis vraiment ici et maintenant. Et pour plus tard, voilà le nouveau projet, voilà ce qui va se passer. Mais jusque-là, c'était un peu plus compliqué parce que j'ai eu toute cette période à faire. Ce qui va expliquer que vous pouvez vous retrouver en